Après avoir il y a quelque temps découvert les vraies histoires derrière le mythe du zombie, on plonge aujourd'hui dans l'histoire fascinante des vampires. Mais on parle pas de morsures glamour et de capes élégantes. Non, on va explorer les véritables histoires qui ont donné vie au mythe du vampire. Oubliez les films hollywoodiens, car derrière cette légende sombre se cachent des récits bien réels, qui ont donné naissance à notre fascination pour cette créature de la nuit. Alors si on partait à la découverte des origines du mythe du vampire, ça vous intéresse ? Un vampire est une créature légendaire présente dans de nombreuses cultures à travers le monde. Les vampires sont souvent décrits comme des vampires assoiffés de sang, se nourrissant généralement du sang des vivants pour survivre. Ils sont souvent associés à une longue vie ou même à l'immortalité. Cela peut être dû à leur capacité à se régénérer, à éviter le vieillissement ou à être ressuscités. Il est important de noter que la conception du vampire peut largement changer d'une culture à l'autre, et les caractéristiques spécifiques peuvent être influencées par les mythes et les cultures locales. De plus, le vampire est devenu un personnage populaire dans la littérature, le cinéma ou d'autres formes d'art, ce qui a conduit à de nombreuses variations et réinterprétations du mythe. Alors le mythe c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce sont les faits bien réels. Et la question à laquelle on va essayer de répondre est: les vampires existent-ils ? Oui. Commençons par le mythe. Le mythe du vampire est profondément ancré dans les cultures du monde entier et a évolué au fil des siècles. Les récits de créatures assoiffées de sang, qui se nourrissent des vivants, ont été présents dans de nombreuses civilisations et régions. Des histoires de démons ou de revenants qui se nourrissent du sang des vivants existent dans plusieurs cultures anciennes. Dans la mythologie grecque, Lamia était une figure souvent associée à la séduction et à la consommation de sang. Les croyances en des morts-vivants buveurs de sang étaient répandues en Europe pendant le Moyen-Âge. Des épidémies de peste et la pratique de l'inhumation rapide pouvaient donner l'impression que certains individus étaient réanimés. Les superstitions entourant les cadavres ont contribué à la création du mythe du vampire. Le vampire tel que nous le connaissons aujourd'hui a pris ses racines dans la culture des Balkans, en Europe de l'Est. Des histoires de Strigoi en Roumanie ou de Nosferatu en Bulgarie ont contribué à façonner l'image du vampire moderne. Le vampire a continué à gagner en popularité au XIXe siècle, notamment avec la publication du roman Dracula de Bram Stoker en 1897. Ce livre a donné au vampire son statut emblématique et a influencé de manière significative la représentation ultérieure de ces créatures dans la littérature, le cinéma et la culture populaire. Et justement, commençons par le plus gros morceau, le fameux Dracula. Dracula est un roman gothique de Bram Stoker, publié en 1897. L'histoire commence avec Jonathan Harker, qui se rend en Transylvanie pour rencontrer le mystérieux comte Dracula. Harker réalise rapidement qu'il est prisonnier dans le château de Dracula. En Angleterre, l'amie de Harker, Lucy, tombe malade de façon étrange et meurt. Van Helsing et d'autres découvrent qu'elle est victime d'un vampire. Dracula se rend ensuite en Angleterre, ciblant Mina, la fiancée de Harker. Une équipe se forme pour traquer Dracula, et le roman culmine dans une confrontation épique entre le bien et le mal en Transylvanie et en Angleterre. Dracula a eu une influence significative sur le genre de l'horreur et a popularisé le mythe du vampire. Stoker a puisé dans les légendes et le folklore européen, notamment des histoires de vampires présentes dans différentes cultures. Il a étudié les mythes existants pour créer un personnage qui incarnerait la face sombre du surnaturel. Stoker a effectué des recherches approfondies pour son roman, étudiant la culture roumaine, les superstitions et les légendes des Carpates. Ses lectures et ses voyages virtuels à travers la documentation de l'époque ont influencé la création du cadre et des personnages de Dracula. Et parmi ses inspirations, l'une d'elles est bien réelle, et historiquement vraie, celle d'un personnage sanguinaire du nom de Vlad Tepes. Vlad III Dracula, futur prince de Valachie, est né en novembre ou décembre 1431 dans l'état roumain septentrional de Valachie, l'actuelle Roumanie. Son père, Vlad II, devait devenir le dirigeant de la Valachie. L'année de la naissance de son deuxième fils, Vlad Senior, rejoignit une société chevaleresque connue sous le nom de l'Ordre du Dragon. À son adhésion, on lui donna le surnom de Dracul, dérivé de Drac,
signifiant dragon dans le roumain ancien, mais diable dans la langue moderne. Son fils reçut le nom de fils de Dracule, soit Dracula. Le monde dans lequel Vlad est né était violent, consumé par des disputes territoriales et des luttes de pouvoir. Le nom de la famille et l'honneur étaient les choses les plus importantes, quelque chose qui a été inculqué aux garçons dès leur enfance. Il comprit également que l'objectif était d'élargir les frontières de l'Empire, quel qu'en soit le coup. L'ordre du dragon, auquel Vlad Senior s'était joint, était déterminé à défendre le christianisme contre les Ottomans détestés. Il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Vlad et son frère Radu ont été capturés par les Ottomans lorsqu'ils étaient encore enfants suite à un coup d'État. En 1442, le père de Vlad II, avait conclu une alliance avec les Ottomans pour obtenir leur soutien dans son propre conflit interne en Valachie. Cependant, en 1447, Vlad II et son fils aîné, Mircea, ont été assassinés lors d'une campagne militaire. Cela a créé une instabilité politique et les Ottomans ont probablement vu dans la capture de Vlad III une opportunité de manipuler les affaires intérieures de la Valachie en plaçant un dirigeant plus favorable à leurs intérêts. Vlad a été emmené à la cour ottomane, où il a été élevé en tant que captif. Pendant sa captivité, il a été exposé à la culture ottomane, à la politique et à la vie au sein de la cour. Cette expérience a eu une influence sur sa vision du monde et à sa vision des Ottomans. Lors de son éducation chez les Turcs, Vlad a également développé un profond mépris pour l'Empire ottoman, et cela a probablement contribué à sa résistance farouche contre l'expansion ottomane lorsqu'il est devenu prince de Valachie. D'ailleurs, son père Vlad II a été assassiné. De ce fait, le trône lui revient. Il regagne alors sa Valachie natale. Au cours des 6 années suivantes, il va gouverner avec une soif de sang sans précédent, qui consolidera son nom et restera à jamais dans les annales des monarques impitoyables. Il chargea ses espions de trouver les noms de tous les nobles qui avaient, de près ou de loin, participé au complot contre son père. Ayant établi la liste complète de ces noms, Vlad invita ses hommes à un banquet de Pâques, en compagnie de leur famille. Mais dès l'arrivée des traîtres, ils furent arrêtés. Les plus âgés d'entre eux furent empalés sur le champ, devant leur famille, et les plus jeunes furent réduits en esclavage, forcés de reconstruire le château de Vlad. Et une fois le travail terminé, ils furent tous tués. Le traitement infligé par Vlad aux traîtres du règne de son père n'était que le début. Il passa ensuite à l'application de son propre code moral strict sur la population. Toute déviation était punie d'une cruauté inimaginable. Il semblait particulièrement préoccupé par la chasteté féminine. Toute femme ayant perdu sa virginité avant le mariage, ou ayant souillé le lit conjugal, était empalée, l'insertion se faisant par les attributs. Le plus souvent, leurs seins étaient également coupés, et l'homme avec qui elles avaient commis la fornication était contraint de les manger. Vlad nourrissait également une haine envers les mendiants, les considérant comme vivant aux dépens du dur labeur des autres. On dit qu'il a un jour invité tous les mendiants de Valachie à un festin. Une fois qu'ils eurent tous mangé jusqu'à satiété, on dit qu'il aurait ordonné que les portes soient verrouillées et que le bâtiment soit incendié. De cette manière, on dit qu'il aurait débarrassé le royaume de la pauvreté. Le sultan avait également des vues sur la Valachie, la déclarant partie intégrante de l'Empire ottoman. À cet effet, il envoya ses émissaires au château de Vlad afin de collecter un tribut de 10 000 ducats accompagné de 500 hommes à intégrer dans l'armée turque. Cependant, le sultan avait sous-estimé le jeune monarque. Lorsque les émissaires du sultan refusèrent d'enlever leur turban en signe de respect, Vlad, furieux, ordonna à ses gardes de planter des clous dans leurs turbans jusqu'à ce qu'ils atteignent leur crâne. Vlad dépêcha toutes ses forces dans la région pour capturer tous les Turcs qu'il pourrait trouver, les condamnant bientôt à être empalés sur un pieu chauffé à blanc. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Le sultan Mehmet décida de prendre par la force le dirigeant Valak qui avait osé tuer ses émissaires. Alors que les Turcs approchaient en négociant leur chemin à travers un passage étroit, Vlad et son armée attaquèrent. On rapporte que l'attaque de Vlad fut l'une des premières utilisations de la poudre à canon, apparemment avec un effet mortel. Les Turcs furent tués jusqu'au dernier, la majorité d'entre eux subissant la torture favorite de Vlad, l'empalement. Vlad se lança alors dans une frénésie meurtrière, massacrant chaque femme, chaque homme et chaque enfant turc. En l'espace de 2 semaines, il avait massacré pas moins de 23 000 personnes. Les forces de Vlad, d'environ 30 000 hommes, étaient non seulement largement en infériorité numérique,
mais également nettement dépassé en termes d'armement. Ils ne portaient que des lances et des poignards, tandis que les Turcs avaient parmi eux des escadrons d'archers redoutables, ainsi que des armes de siège puissantes. Malgré cela, Vlad parvint à infliger d'importantes pertes aux forces du sultan. Il adopta une politique de terre brûlée en s'éloignant des Turcs qui approchaient. Les puits étaient empoisonnés et des populations entières, y compris les animaux, étaient évacuées. Vlad engagea également des tactiques de guérilla, des raids de harcèlement étaient effectués contre l'armée du sultan, et une forme primitive de guerre bactériologique était utilisée, où des hommes atteints de la peste bubonique étaient envoyés dans les villes turques pour infecter autant de personnes que possible. Cette tactique fonctionna, la peste se propageant aux hommes du sultan. Bien que Vlad ait mené une résistance courageuse, les forces ottomanes ont finalement pris le contrôle de la Valachie. Vlad a dû se retirer et se réfugier dans les Carpates. Par la suite, il a été capturé par les forces hongroises, alliées des Ottomans, et emprisonné pendant plusieurs années. Après la guerre, la Valachie est devenue une province ottomane, et a été gouvernée par un prince favorable aux Ottomans. Vlad l'Empaleur a réussi à s'échapper et à retourner en Valachie, reprenant son trône en 1476. Les détails exacts entourant la mort de Vlad Tepes font l'objet de débats. Cependant, la plupart des universitaires conviennent qu'il a été tué en combattant des Turcs au début de 1477. On dit qu'il avait été tué et décapité, envoyant sa tête à Constantinople et exposé afin que tout le monde puisse voir que le redouté Empaleur était vraiment mort. On estime que l'héritage de Vlad en matière de méthode d'exécution comprend plus de 20 000 empalements, 5 000 décapitations, 10 000 brûlures sur le bûcher. On rapporte aussi quelques exemples de Turcs auxquels on a enfoncé des clous dans leur turban, et au moins quelques-uns qui ont été bouillis vivants avant d'être cannibalisés. Pourtant, dans son pays d'origine, la Roumanie, Vlad est considéré comme un héros. Il est une figure nationale importante, un fidèle croyant en Dieu qui a résisté à l'Empire ottoman. Bien que Vlad l'Empaleur ait été un souverain réel et plutôt sanguinaire, le personnage de Dracula dans la fiction de Stoker est plus décrit comme un romantique immortel. L'association entre Vlad l'Empaleur et Dracula a contribué à renforcer la réputation sinistre de l'Empaleur. Même si au final, ces deux figures ont des caractéristiques bien différentes. Le château de Vlad est toujours debout à l'heure actuelle. Il se nomme le château de Bran, et on peut même aller le visiter près de Brașov, en Transylvanie. Et bien entendu, le folklore autour du vampire est bien présent. Vlad Tepes n'est pourtant pas le seul personnage historique puissant à avoir eu la réputation d'être un vampire. Une femme de pouvoir a eu cette réputation également, et elle avait le goût du sang. Et à proprement parler, la comtesse Elisabeth Báthory. J'ai déjà parlé de la comtesse Elisabeth Báthory dans ma vidéo sur American Horror Story Hotel, mais je vais quand même vous en reparler rapidement. Elisabeth Báthory était une noble hongroise, née en 1560 et décédée en 1614. Elle est surtout connue pour sa réputation sinistre, étant souvent qualifiée de comtesse sanglante. La légende la plus célèbre associée à Elisabeth Báthory est celle selon laquelle elle aurait commis des meurtres en série, principalement de jeunes filles, dans le but de se baigner dans leur sang afin de préserver sa beauté et sa jeunesse. Elle était terrifiée à l'idée de vieillir. Elle va se rendre compte, un jour, que le sang raffermit sa peau. Elle la rend plus belle, plus douce. Et pour conserver sa beauté, elle va donc tuer des jeunes filles, faire couler leur sang dans une baignoire et prendre un bain dedans. En 1610, Elisabeth Báthory a été arrêtée et emprisonnée dans son château de Kachitz, en Hongrie, sous l'accusation de torture et de meurtre. Elle a été jugée coupable, bien que certains détails des accusations aient été sujets à des déformations et exagérations. Elisabeth Báthory a été condamnée à la réclusion à vie dans son propre château, mais elle est décédée quelques années plus tard, en 1614. Les circonstances exactes de sa mort restent également floues. Ce sont donc des exemples de personnes ayant du pouvoir, l'exerçant de manière violente et tyrannique, mais nous avons dans l'histoire d'autres exemples d'individus ayant la réputation d'être des buveurs de sang. C'est en 1725, dans le village de Kisilova en Serbie, qu'un fermier nommé Peter Blagojevich meurt, à l'âge de 62 ans. Mais 3 jours après sa mort, il se leva de sa tombe pour rendre visite à son fils et exiger de la nourriture. Son fils le nourrit. Peter mangea et partit. La deuxième nuit, le fils raconte aux voisins ce qui s'est passé, et profondément préoccupé,
Il reste éveillé pour voir si son père revenait, mais cela ne se produisit pas. Cependant, lors de la 3e nuit, il réapparut et demanda encore d'être nourri. Cette fois-ci, le fils le repoussa, et on dit que Peter lui lança un regard menaçant en partant. Le lendemain, le corps décédé de son fils fut retrouvé, et 9 autres personnes, dans les environs, moururent en atroces souffrances. En effet, plusieurs villageois moururent d'épuisement à la suite d'une perte de sang excessive. Sur leur lit de mort, ils annoncèrent que, dans un rêve, Blogojovitz leur avait rendu visite, les avait mordus et avait bu leur sang. Le magistrat et le prêtre local contactèrent un commandement de l'armée qui se trouvait à proximité. Lorsqu'ils examinèrent la tombe de Peter Blogojovitz, ils découvrirent que son cadavre était parfaitement préservé, avec la bouche tachée de sang frais, et ses cheveux, barbe et ongles, qui continuaient de pousser même après la mort. Lorsqu'ils plantèrent un pieu dans son cœur, du sang en jaillit, et après cela ils décidèrent qu'il valait mieux brûler son corps. Après leur enquête terminée, ils retournèrent à Belgrade et rédigèrent un rapport officiel affirmant que Peter Blogojovitz était un vampire. On peut également aborder le cas de Arnold Paul dans le même siècle. Arnold Paul était une figure historique liée au phénomène du vampirisme. Il était un soldat serbe qui aurait vécu au XVIIIe siècle. Selon les rapports, il aurait été attaqué par un vampire et aurait lui-même succombé à la vie vampirique après sa mort. Un mois après son enterrement, il aurait été vu rôdant aux alentours du village et aurait bu le sang de près de la moitié de la population. Des témoignages de l'époque rapportent que Paul aurait été exhumé et son cadavre aurait été découvert en très bon état, avec du sang frais dans les veines. Paul et toutes ses victimes présumées furent exhumées et transpercées d'un pieu dans le cœur. Lors de l'ouverture de son cercueil, son cadavre aurait été intact et ses lèvres tachées de sang. On dit qu'il aurait poussé un hurlement terrible lorsque le pieu lui a traversé le cœur. Alors qu'est-ce qui pourrait convaincre la population qu'un individu était un véritable vampire? Il y a bien des signes physiques. Eh bien oui, mais comme vous pouvez vous en douter, ces cas sont parfaitement explicables. Par exemple, il y a un cas de maladie avéré qui pourrait faire penser de près ou de loin au mythe du vampire, la porphyrie. La porphyrie est un groupe de troubles rares et héréditaires qui affectent le métabolisme des porphyrines, des composés nécessaires à la production de l'hémoglobine. L'hémoglobine étant la protéine responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Parmi les symptômes qui déjà incluent des douleurs abdominales sévères, on trouve aussi des problèmes cutanés, comme des cloques. On trouve donc certaines caractéristiques communes aux vampires, telles qu'une certaine photosensibilité, c'est-à-dire une sensibilité accrue à la lumière, qui peuvent développer des lésions cutanées douloureuses et des cloques après une exposition à la lumière du soleil. Et cela a peut-être contribué à faire le rapprochement avec la sensibilité des vampires au soleil. Mais au-delà du cas médical concret, il y a aussi des troubles mentaux sérieux, notamment un cas que l'on nomme le syndrome de Reinfeldt. Le syndrome de Reinfeldt n'est pas un terme médical officiel, mais plutôt une référence à un personnage de fiction créé par l'écrivain Bram Stoker dans Dracula. Le personnage en question, Reinfeldt, est le patient d'un asile psychiatrique, qui est fasciné par la consommation de sang et développe un comportement qui le pousse à manger des créatures vivantes pour absorber leur vie. Le concept de syndrome de Reinfeldt est parfois utilisé de manière informelle pour décrire un ensemble de comportements obsessionnels, souvent liés à la consommation d'une substance ou à des comportements compulsifs. Il est important de noter que le syndrome de Reinfeldt n'est pas reconnu comme un diagnostic médical formel. Alors il n'est pas impossible que des individus aient cumulé à la fois le syndrome de Reinfeldt et de la porphyrie, ce qui se rapprocherait grandement de ce qu'on peut penser d'un vampire. Et forcément, parmi de nombreuses personnes ayant été victimes de troubles mentaux, il y en a un qui a développé une sorte de syndrome de Reinfeldt, un tueur en série tristement célèbre, Richard Chase, alias le vampire de Sacramento. Né le 23 mai 1950, Chase a grandi en Californie et a rapidement développé des problèmes de santé mentale. Il a été observé schizophrène paranoïde. Dès le début de son adolescence, il a montré des signes de comportement perturbateurs, notamment des problèmes de drogue, qui vont alimenter ses troubles mentaux, et le cocktail va être explosif. Les premiers signes de sa folie vont se manifester lorsqu'il va commencer à ramener des petits animaux chez lui et les passer au mixeur pour les boire en smoothie. Chase croyait que cela pourrait éviter à son cœur de s'atrophier.
Il pense qu'il a un manque de sang et qu'il est obligé d'en consommer pour survivre. Le sang d'animal qu'il boit et qu'il s'injecte à la seringue lui permettrait donc de rester en vie. Mais le sang d'animal ne suffira pas et Chase va donc passer à la vitesse supérieure. En décembre 1977, Chase commencera une série de meurtres brutaux qui ont choqué la communauté de Sacramento. Sa première victime a été Ambrose Griffin, un ingénieur de 51 ans, qu'il va tuer en lui tirant dessus. La victime suivante de Chase fut Teresa Whelan, enceinte de 3 mois. Chase lui tira dessus 3 fois, ce qui lui fut fatal. Il se livrera ensuite à diverses mutilations, l'éventrant et découpant plusieurs organes, dont les reins, qu'il alla déposer sur le lit de la victime, avant de revenir avec un pot de yaourt pour y déguster son sang. Au cours des semaines suivantes, Chase a commis une série de meurtres, ciblant souvent des familles entières. Il a tué un total de 6 personnes, dont 2 enfants. Ses méthodes étaient extrêmement violentes, impliquant l'utilisation d'armes à feu, de couteaux et la mutilation de cadavres. L'arrestation de Chase est intervenue en janvier 1978, après qu'il ait été repéré par des témoins. La police a perquisitionné son appartement et a découvert des preuves accablantes, y compris ses armes à feu, ses couteaux ensanglantés et des ustensiles de cuisine utilisés pour préparer les organes internes des victimes. Lors de son procès, Richard Chase a été déclaré coupable des meurtres et a été condamné à la peine de mort. Cependant, il n'a pas survécu longtemps en prison. Le 26 décembre 1980, Chase s'est suicidé dans sa cellule en ingérant une overdose de médicaments qu'il avait accumulés au fil du temps. Ainsi, la série de meurtres brutaux perpétués par le vampire de Sacramento a pris fin avec la mort de Richard Chase. Chase n'avait de vampire que le nom, pour évoquer sa soif de sang. Ce n'est qu'un homme à la psyché dérangée. Les vampires ne sont plus que dans les livres et le cinéma, me direz-vous. Plus personne n'y croit. Eh bien, bien que la plupart des personnes comprennent que les vampires ne sont que des personnages de fiction, il existe encore des gens qui croient en la réelle existence des vampires. Certains peuvent être influencés par des traditions culturelles ou religieuses. Il y a par exemple des coins reculés de Roumanie où des personnes croient encore en l'existence des vampires. Et si vous trouvez cela ridicule, sachez qu'il n'y a pas longtemps de ça, la population de Londres a cru en l'existence d'un vampire qui hantait l'un de leurs cimetières. Il s'agit du cas du vampire de Highgate. Le vampire de Highgate est associé à une série d'événements et de légendes urbaines qui se sont développées autour du cimetière de Highgate en plein Londres, dans les années 60 et 70. Le cimetière de Highgate est réputé pour abriter les tombes de personnes célèbres, comme Karl Marx ou George Michael. L'histoire du vampire de Highgate a été popularisée par 2 hommes, Sean Manchester et David Farrant, qui étaient tous 2 impliqués dans des activités liées au paranormal et à l'occulte. Leur rivalité a contribué à créer une atmosphère sensationnaliste autour de l'histoire. Selon les récits, des témoins prétendaient avoir vu une figure sombre et sinistre, souvent décrite comme un vampire, se déplaçant dans le cimetière de Highgate. Les rapports faisaient état de rencontres avec cette créature, accompagnées d'activités paranormales, de traces de sang et autres phénomènes étranges. Sean Manchester, un occultiste et exorciste autoproclamé, affirmait avoir rencontré le vampire lors d'une séance d'exorcisme dans le cimetière en 1970. Ces événements ont suscité un grand intérêt médiatique à l'époque, et la légende du vampire de Highgate est devenue célèbre. En décembre 1969, David Farrant affirme avoir observé une entité grise dans le cimetière. L'affaire prend de l'ampleur quand Sean Manchester se manifeste à son tour. Ce dernier prétend que le cimetière abrite un vampire aristocrate du XVIIIe siècle, pratiquant la magie noire en Europe de l'Est, dont le corps aurait été transporté à Londres. Et les 2 hommes mènent des enquêtes séparées, parfois en conflit, et organisent des chasses aux vampires, attirant l'attention des médias. En mars 1970, une foule se rassemble devant le cimetière, certains individus pénétrant illégalement sur les lieux pour traquer le supposé vampire. Des actes de vandalisme sont commis, des tombes sont profanées et des cercueils endommagés. Ces événements renforcent la légende du vampire de Highgate, bien que de nombreux sceptiques considèrent ces récits comme des légendes urbaines, alimentées par l'imagination populaire. Certains considèrent ces histoires comme des canulars ou des exagérations, tandis que d'autres sont convaincus de l'existence d'une entité surnaturelle dans le cimetière. L'influence du vampire dans la culture et la pop culture est profonde et omniprésente, s'étendant sur des siècles et transcendant les frontières culturelles. Ces créatures nocturnes, immortelles et souvent
effrayantes, ont captivé l'imagination de gens à travers le monde, devenant des symboles riches en significations métaphoriques. Au fil du temps, les vampires ont évolué et se sont adaptés aux changements culturels. Dans la première moitié du XXe siècle, les films d'horreur ont propulsé le vampire sur grand écran, avec des acteurs comme Bela Lugosi ou Christopher Lee, apportant une nouvelle dimension à ces créatures. Les vampires sont devenus des icônes cinématographiques, associés à la terreur, mais également à la sensualité et à l'érotisme. Oui. La pop culture a ensuite amplifié l'influence des vampires. Des séries télévisées comme Buffy contre les vampires et True Blood ont réimaginé les vampires, les présentant comme des personnages complexes, luttant avec leur humanité, plutôt que simplement comme des monstres effrayants. Ces récits ont contribué à rendre les vampires plus accessibles et ont élargi leur attrait au-delà du genre de l'horreur. De nos jours, les vampires sont omniprésents dans la littérature, le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et même la mode. Ils sont devenus des symboles polyvalents, représentant des thèmes tels que la séduction, la fascination pour l'interdit, la recherche de l'immortalité et des dilemmes moraux. Les vampires servent souvent de miroir à la société, explorant des questionnements tels que l'altérité, la sexualité et le pouvoir. En somme, les vampires continuent de hanter l'imaginaire collectif, devenant des archétypes intemporels qui transcendent les époques et les frontières culturelles. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, et surtout à aller voir les autres vidéos de la chaîne. C'est bon pour l'algorithme, et ça aide la chaîne à devenir plus grande. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je suis un vampire, je suce du sang, seulement du sang doux et brûlant. Je suis un vampire, je suce ton sang, et seulement du sang étincelant.